Bien, on va poursuivre donc par cette plénière consacrée à la thématique de la refondation de la santé publique. Hier, Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités a fait une vidéo et a déclaré notamment qu'il était urgent de refonder notre santé publique et d'installer des nouveaux outils, une culture moderne et innovante pour mieux accompagner nos concitoyens en tirant les enseignements de la crise sanitaire. Franck Chauvin, merci d'être avec nous. Vous avez été missionné en juin dernier par Olivier Véran, comme il nous l'a indiqué hier. Et cette mission a pour objectif de tracer les contours et les aspects institutionnels de l'organisation de la santé publique de demain, notamment sous ses aspects de métier, de formation, de recherche, d'expertise et d'intervention de terrain. Je vous laisse la parole pour nous présenter cela. Peut-être les diapos d'ici. Non, là. Bonjour à tous. Je salue ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer et remercie les organisateurs de me donner un moment pour parler de la mission que je conduis actuellement et que m'a confiée Olivier Véran. Alors effectivement, dans la lettre de mission que vous devinez ici, il est question d'une refondation de la santé publique. En tous les cas, il est question d'une évolution de notre système de santé publique et bien évidemment à l'issue de la crise, et vous savez que les discussions ont été nombreuses. Alors dans cette crise, effectivement, on a tous vécu les choses à des places différentes. Moi, je l'ai vécu comme président du Haut Conseil de la santé publique, je l'ai vécu comme membre du Conseil scientifique Covid-19. Donc, je l'ai vécu du côté de l'expertise. Beaucoup d'entre vous l'ont vécu du côté du terrain. Mais en tous les cas, ce qui ressortait des entretiens, de ce qui remontait des uns et des autres, y compris des institutions, c'est qu'on avait un système de santé publique qui avait montré ses limites durant cette crise. Et donc, c'est l'objet de cette mission qui m'a été confiée et que je termine de conduire actuellement. Alors, je ne vais pas faire une longue introduction et je vais essayer de réserver du temps à la discussion parce que ce qui m'intéresse, c'est vos réactions, plus qu'un exposé de mesures. Et par ailleurs, vous comprendrez que le travail n'étant pas terminé et n'ayant pas rendu mon travail au ministre, mais c'est pour bientôt, je lui réserve une certaine priorité dans la connaissance des mesures. Mais en tous les cas, je ne sais pas si vous avez lu le rapport Pittet, qui est un rapport parmi d'autres. Il y a eu de nombreux rapports dans cette crise. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que tous convergent, en fait. Et convergent sur... Et puis on l'a vécu, je pense que vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu vraiment de façon extrêmement forte. C'est qu'en termes de santé publique, notre système, en fait, est peu lisible et peu visible. Alors, on a parlé énormément de santé publique. Hein, le président de la République, dans ses interventions, parle de santé publique régulièrement. Les ministres qui sont intervenus parlent de santé publique. Mais en fait, notre système de santé publique est peu lisible de l'extérieur, en tous les cas peu lisible par les décideurs, et peu visible. Ce qui frappe aussi, alors ce qui moi m'a frappé, mais je n'ai pas l'occasion, j'aurai l'occasion d'en reparler, j'espère, dans d'autres séances, c'est qu'en fait, notre cadre théorique, c'est-à-dire de nos objectifs durant cette crise, nos modes d'action, donc tout ce qui constitue notre cadre théorique, en fait, n'était pas suffisamment solide pour qu'on puisse s'y référer, en tous les cas qu'il soit partagé par tout le monde. Je cite un exemple, vous savez que cette crise a eu 4 phases totalement différentes, et durant ces 4 phases, les objectifs étaient différents. Mais les objectifs n'ont jamais été explicites, et on n'a jamais pu, nous, santé publique, en fait, prendre la parole pour dire il faut expliciter les objectifs et utiliser des méthodes éprouvées et dont on peut faire une évaluation ex ante des résultats. Et probablement, et vous le savez aussi, un défaut de coordination qui est apparu assez évident, notamment localement dans les territoires. J'étais ce matin à la séance sur les soins primaires.
on a vu que les acteurs ont été obligés de s'organiser, etc., qu'on n'était pas du tout prêt et que notre organisation, en tous les cas locale, n'était pas prête. Alors, je passe assez rapidement. En fait, on est, en tous les cas, la santé publique universitaire, hein, qui se voit au point de vue universitaire, qui a 2 points forts, hein, qui consacrent l'essentiel de ses postes universitaires, c'est la recherche clinique. Je ne ferai pas de commentaires sur ce qui s'est passé durant cette crise et les différents épisodes. Je ne sais plus qui parlait de la judiciarisation. Moi, j'ai été poursuivi à 3 reprises auprès des conseils de l'ordre, auprès du tribunal administratif pour des avis qu'avait rendu le Haut Conseil, bref. Et l'autre, c'est l'information médicale. Et vous savez que l'essentiel de cette crise, on l'a tenu avec des systèmes d'information qui n'étaient pas prévus pour faire ça, pour gérer une crise. En revanche, notre système d'information normal, en fait, a été peu ou pas présent durant cette crise. Et il y a d'autres commentaires qu'on pourrait faire, je ne vais pas être trop long. L'organisation territoriale sous une extrême tension, on l'a tous vécu hein, dans nos hôpitaux, dans nos structures, etc. Ça a été très difficile. Une expertise extrêmement sollicitée. Moi, je trouve que l'expertise a plutôt bien produit ce dont le politique avait besoin pour prendre des décisions. En revanche, et ça c'est notre métier, et je regrette qu'on n'ait pas su plus mettre en avant ce point-là, on a utilisé des méthodes, des interventions durant cette crise dont l'évaluation était quand même extrêmement faible. Quand vous lisez l'évaluation qu'on a été faite par l'équivalent du conseil scientifique anglais, des méthodes qui ont été utilisées, c'est peu prouvé, efficacité à démontrer, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu inventé au fur et à mesure avec une faible évaluation. Je dis parce que c'est important. Si on veut changer les choses, il faut se préparer à mettre en place des systèmes qui répondent à ces points-là. Alors, ce dont m'a chargé le ministre est en fait un mouvement qui a eu lieu dans d'autres pays. Si on prend les États-Unis, je prends celui-là, mais ça a existé dans d'autres pays. Vous savez que les États-Unis disent qu'il y avait une première période de la santé publique 1.0. À partir des années 90, la santé publique 2.0, à la suite d'une réflexion de l'Institut de médecine que je vous invite à lire, mais probablement vous le connaissez tous, c'est la Future of Public Health, et qui dit ce que j'ai entendu en partie dans la table ronde. En fait, notre pays a perdu ses objectifs de santé publique, c'est-à-dire qu'il n'a perdu l'affichage clair d'objectifs de santé publique, c'est-à-dire de se dire mais quels sont nos objectifs en termes de santé de la population. Et c'est vrai que ce point-là ressemble, de mon point de vue, à ce qu'on peut faire de l'analyse française, c'est-à-dire qu'on n'a pas affiché, en tous les cas suffisamment clairement, des objectifs de santé publique dont on ait pu profiter durant cette crise, et ce qui a obligé à prendre en charge la crise avec des méthodes un peu différentes. Je prends un exemple. La réduction des inégalités de santé a été très peu présente durant cette crise. Mais parce que notre background probablement théorique et en termes d'intervention n'était pas suffisamment fort pour le faire valoir, ce n'est que dans la 3e partie de la crise que ces aspects-là sont arrivés un peu plus au premier plan. Vous connaissez d'autres initiatives, je vous les ai mises ici, HI5, les initiatives 6-18 aux États-Unis. Donc, les États-Unis, eux, ont évolué vers ce qu'on appelle la santé publique 3.0. Et en fait, c'est ce que demande le ministère. Et j'aimerais vous convaincre qu'il faut qu'on se saisisse de cette occasion pour faire cette mutation, enfin mutation, en tous les cas, cette évolution importante. Donc voilà, les objectifs de la mission, je passe rapidement, c'est de définir un cadre nouveau, hein, c'est dans ma lettre de mission, d'identifier les perspectives de déploiement, c'est-à-dire clairement, ce qui est demandé, c'est de tracer le contour de notre système de santé publique à 5 ans et les moyens pour y arriver. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut comme système de santé publique à 5 ans et quelles sont les actions qu'il faut phaser pour y arriver.
Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement dans la mission. Voilà, sur la méthodologie, je ne prends pas trop de temps. Donc j'ai constitué autour de moi un groupe pluriprofessionnel assez varié, et en âge et en métier. Et on fait un certain nombre d'auditions. Certains d'entre vous ont été auditionnés ou d'autres participent au collège. Et je les remercie ici. Et il y a un groupe miroir qui a été constitué, qui a été piloté par Linda Cambon et qui a réagi sur une partie de nos propositions et qui les a critiquées d'ailleurs, et je les remercie. Il y en a qui sont dans cette salle que j'ai vue. Voilà la composition de la mission, je ne veux pas détailler, vous l'avez. Alors, pour faire ce travail, en fait, il nous a semblé important d'essayer d'avoir une définition de la santé publique. Alors bien sûr, il y a toutes les définitions qui existent, mais en fait, quand vous discutez avec les décideurs, et vous le faites, certains d'entre vous souvent, la complexité vient de, quand on parle de santé publique, on parle de trois choses différentes. On parle soit des objectifs de santé, c'est-à-dire de la santé de la population, et voilà, quelles conséquences sur l'économie, etc. On parle des professionnels de santé publique, c'est-à-dire des acteurs et des professionnels de la santé publique, et on parle d'un système d'organisation, du système de l'organisation de santé publique. Et en fait, on a en permanence un discours sur les trois niveaux qui rend probablement notre discours assez complexe à comprendre pour des décideurs qui n'ont pas forcément cette culture intégrée à leur logiciel. Ça, c'est sur la définition, et je ne vais pas être trop long, mais ça me semble important qu'on y réfléchisse et peut-être qu'on soit plus clair dans les mots qu'on va employer. Et après, il nous a semblé important de redéfinir les valeurs sur lesquelles s'appuyait un système de santé publique. Et en fait, on propose trois valeurs fondamentales, même si on peut les discuter. C'est de passer d'un système égalitaire, qui est un système très français, à un système équitable. C'est le Michael Marmot et d'autres que vous connaissez par cœur, donc je ne vais pas détailler. C'est effectivement la solidarité qui a été mise quand même à rude épreuve durant cette crise, et on pourrait vraiment détailler ces aspects de la solidarité qui n'a jamais été rediscuté et qui, voilà, on peut se féliciter que ce soit bien passé. Et transparence, rigueur et efficience. Et nous, dans la réflexion qu'on a eue dans cette commission, c'est de se dire quand même, l'essentiel des gens qui interviennent dans le champ de la santé publique sont financés sur des fonds publics, sont financés avec l'argent de nos concitoyens. Et donc, on a un devoir d'efficience de nos interventions. On a un devoir d'efficience de nos organisations. Et certes, chacun veut que son organisation perdure et que on justifie son existence, etc. Bien sûr, ce n'est pas ça qui est en cause. Mais il me semble qu'il faut qu'on intègre, nous, en santé publique, une exigence d'efficience de l'utilisation de fonds publics, qui sont quand même les fonds de nos concitoyens. Et donc, il nous semble, en termes de mode d'action, que l'évaluation, dont un des membres de la commission, de la table ronde a parlé, l'évaluation est une exigence qu'on doit avoir, c'est absolument fondamental, et que nos actions, nos interventions doivent rentrer dans un cadre évaluatif précis et qu'on doit préciser, et qu'en fait, il faut probablement passer d'un mode qui est très directif, et on a certaines directions avec des directeurs des ARS, par exemple, d'un mode qui est très directif et d'un mode qui est très descendant à un mode de pilotage, et un pilotage probablement par les indicateurs ou un pilotage par les objectifs, et on pilote après les objectifs par les indicateurs. Mais en fait, ça, c'est une vraie révolution du fonctionnement, c'est-à-dire passer d'un mode de contrôle, et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps en France à faire du contrôle, d'un mode du contrôle à un mode de pilotage. Et bien sûr, l'optimisation des ressources. Alors, comme principe d'action, je ne vais pas détailler, vous les connaissez tous, l'approche par les déterminants, l'universalisme proportionné, et un principe qui nous conduit durant toute cette réflexion, c'est la santé dans toutes les politiques. Et que cette exigence-là
est une exigence extrêmement forte parce que ça veut dire que dans les organisations, qu'elles soient nationales ou territoriales, si on veut vraiment décliner ce principe, il faut trouver des modes d'organisation qui reflètent cette exigence de la santé dans toutes les politiques. Une autre exigence, bien évidemment, c'est One Health, et ça a été évoqué par Mathieu Schuller tout à l'heure. On voit bien à quel point la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale ont été proches durant cette crise. Je vais passer rapidement sur les axes transversaux pour parler des objectifs et ne pas être trop long, vous laisser du temps pour discuter. En fait, on a fixé 10 objectifs. Je vous donne, c'est vraiment intermédiaire ce que je vous donne. Probablement que ces objectifs vont être remaniés dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, ça a été notre mode de réflexion. Il y a développer une culture de santé publique en France. Le constat qu'on fait, c'est que la culture de santé publique est très faible. On a un problème de qualification, d'adaptation des professionnels aux enjeux de la santé publique. Donc, on a un problème de formation, on a un problème d'enseignement. Développer la recherche en santé publique, qui, vous le savez, est extrêmement faible. Et j'en reparlerai pas, c'est donc pour ça que je vous donne une idée des objectifs. Clairement, il faut que la recherche en santé publique soit du même niveau que celle qu'atteignent d'autres pays. Ce n'est pas irréaliste. Moi, je suis cancérologue d'origine, on avait le même problème avec la cancérologie il y a 20 ans, 25 ans maintenant. En 25 ans de plan cancer, de soutien à la recherche recherche en cancérologie est revenue au niveau international. Clairement, c'est l'objectif qu'on doit se fixer. C'est à ce moment-là qu'on pourra probablement réinvestir dans les problèmes d'évaluation, les problèmes d'intervention, les problèmes de données probantes, etc. L'utilisation des données en santé est un vrai problème, et notamment le maintien de la souveraineté nationale sur ces données de santé. Je ne vais pas être trop long là-dessus non plus. Renforcer le système de veille et de sécurité sanitaire, et quelle implication de la population dans ce système de veille et de sécurité sanitaire. Je ne reviendrai pas dessus, mais c'est une vraie question. Et il y a beaucoup de réticences. C'est pas terminé, on n'a pas terminé la réflexion sur ce plan-là. Dans quelle mesure on doit impliquer la population dans un système de veille sanitaire, dans un système de sécurité sanitaire? C'est une question, et il y a des avantages et des inconvénients. Et puis, je vais y revenir dans une minute, un problème avec l'organisation territoriale de notre santé publique. Et l'analyse qui est faite, mais pas simplement par moi, je n'ai pas écouté l'intervention d'Olivier Véran hier, mais il en a peut-être parlé. En tous les cas, c'est le sujet de préoccupation de beaucoup de personnes, mais sur les territoires, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut faire en sorte que ça se passe mieux à l'avenir. Renforcer le système d'expertise et l'adapter aux situations de crise, je ne reviens pas dessus, il y a certainement des adaptations à faire. Et puis, on a 2 points dont je ne vais pas parler devant vous, qui sont l'adaptation du système de gouvernance et l'adaptation des structures. C'est-à-dire que si on se fixe ces objectifs, même si on ne les exprime pas exactement de cette façon, forcément, ça a des conséquences en termes de gouvernance et forcément des conséquences en termes d'organisation. C'est-à-dire on va être obligé probablement de proposer des modifications des structures, tant au niveau national que régional que local. Alors, développer une culture en santé publique, ça nous semble un point vraiment essentiel. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ce travail, qui ont développé des plans de littératie en santé. Je pense aux États-Unis, il y en a eu au Canada, il y en a eu en Australie, il y en a eu en Écosse, etc. Et en fait, on sait que, vous le savez mieux que moi, que les compétences en santé ou la littératie en santé conditionnent une grande partie des comportements en santé et permet l'appropriation de données nouvelles pour modifier les comportements. On a vu dans cette crise à quel point il était compliqué, effectivement, de traduire pour la population des mesures qui étaient des mesures de distanciation, de masques, etc. Donc, il nous semble que cette culture en santé publique est vraie, en fait, pour la population générale, mais doit être aussi renforcée auprès des décideurs. Et donc, on a un certain nombre de propositions.
qui vise à augmenter le niveau de culture en santé publique. Et par exemple, il nous semble normal que dans la nouvelle structure qui va former les fonctionnaires et les futurs agents de l'État, il y ait des modules de santé publique qui soient enseignés et qu'on ait tous une culture commune de la santé et de la santé publique. Le deuxième point, bien sûr, ça concerne les professionnels de la santé publique. On a une formation qui est extrêmement éclatée, on a des DU, on a des masters, on a vraiment quelque chose qui est peu lisible pour la population, qui est peu lisible pour les professionnels, qui est peu lisible pour ceux qui travaillent avec nous. Et donc, on fait un certain nombre de propositions pour essayer d'identifier en fait des écoles de santé publique sur le territoire qui permettent de former en un seul endroit l'ensemble des gens qui vont intervenir dans le champ de la population de façon à avoir une vraie culture multiprofessionnelle de la santé publique. Bien sûr, on a un problème d'attractivité de la santé publique. Je ne rappellerai pas aux autres universitaires dans cette salle le classement de la santé publique dans le choix de l'internat cette année, enfin de l'ECN. C'est problématique. Tant que nous serons choisis par les derniers de l'ECN, ça sera problématique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve à faire valoir une attractivité à nos métiers. Et donc, on a un certain nombre de propositions de revalorisation des métiers de la santé publique, et y compris pour les médecins de santé publique. Notamment, il faudra probablement aller, en tous les cas on le proposera, vers un statut unique des médecins de santé publique, de façon à avoir une masse critique suffisante de personnes qui peuvent passer de secteur à un autre secteur et qui ne soient pas dans une filière à un moment donné et ne sortent plus de cette filière. En fait, on a des silos qui sont extrêmement préjudiciables et avec des secteurs, je pense à la PMI, à la médecine scolaire, qui sont en train de s'éteindre tout doucement. Et en fait, la question est de savoir, si on en a besoin, mais si on en a besoin, ce qu'on croit, à ce moment-là, il faut réinvestir et probablement retrouver une attractivité pour ces métiers. Et je vais terminer par ce sixième objectif. J'en ai fait 3 en accord avec Emmanuel, enfin avec les organisateurs de ce point, qui est l'organisation territoriale de la santé publique. On a un vrai problème d'implication des acteurs locaux pour créer un système de santé publique territoriale. C'est une réflexion qui est compliquée, mais qui repose sur l'analyse que, durant cette crise, on n'y est pas arrivé. Si je prends les médecins généralistes, par exemple, dans la première partie de cette crise, vous savez que certains n'avaient plus aucune activité, alors qu'on cherchait des gens pour intervenir dans les EHPAD, on cherchait des gens pour intervenir à des tas d'endroits, et on avait un système, en fait, qui était incapable de répondre à la demande. Et donc la question se pose en fait de savoir si on ne peut pas trouver un système qui permette de mobiliser l'ensemble des acteurs de la santé en cas de crise, mais même en dehors des crises, sur des objectifs de santé publique. Et donc de changer un peu la logique. Je ne vais pas être plus précis, vous comprenez pourquoi, c'est des sujets qui sont très compliqués à traiter, vous en rendez compte, mais de changer la logique actuelle qui est une logique par acte, pour une partie de cette activité, pour une logique sur objectifs, et notamment sur des objectifs territoriaux partagés, et ça se passe dans certains pays. On a un problème d'implication des citoyens sur les territoires, et en fait, on a des outils, mais des outils qui sont venus dans la loi, vous savez, de Ma Santé 2022, et qu'il faut faire évoluer pour l'ensemble de la santé, pas simplement le soin. Cette prise en compte des bénéficiaires et des citoyens est essentielle, sinon on n'arrivera pas à faire un système de santé publique territoriale qui marche. On n'a pas encore, bien entendu, toutes les pistes. Nous, on ne peut que donner des pistes et des recommandations. Après, techniquement, à faire, c'est probablement plus compliqué, parce que ça nécessite un troisième point, qui est de faire évoluer les agences régionales de santé et
d'avoir des ARS qui réinvestissent l'échelon territorial. Et on l'a vécu, un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, l'ont vécu durant cette crise. Cet échelon territorial et de l'implication des ARS à l'échelon territorial, avec une vraie délégation de décision au niveau territorial, est probablement le troisième point qu'il faut arriver à faire évoluer. Donc, 1, faire évoluer les professionnels, 2, la population, l'implication de la population, et 3, le pilotage par des ARS plus impliqués sur chacun des territoires. Alors bien sûr, il y a des exceptions à tout ce que je dis, mais le problème, ce n'est pas l'exception, c'est d'en faire une généralité et faire en sorte que la santé de nos concitoyens ne soit pas conditionnée au bon vouloir d'acteurs sur le terrain. Et toujours dans cet objectif territorial, il faut réinvestir les approches populationnelles. C'est le propre de la santé publique que d'avoir une approche populationnelle. Et on a trois populations qui sont très, très exposées et qui méritent une attention particulière. La santé des enfants, et le problème de la PMI est un problème qui préoccupe depuis longtemps la santé publique. Il faut trouver une solution. Je pense que trouver une méthode, un moyen qui renforce l'attrait pour ces métiers, pour les professionnels de santé publique, est quelque chose d'essentiel. Il y a une volonté, je vous le transmets, donc il n'y a pas forcément les solutions, mais il y a une volonté de s'occuper de ce problème, de réinvestir une approche populationnelle. Et la deuxième approche, c'est bien sûr la santé au travail. C'est un point essentiel. Là aussi, la médecine du travail a été fortement diminuée, je vais le dire politiquement correct comme ça. Et c'est un lieu dans lequel il faut que la santé publique réinvestisse ses interventions, ses actions, parce que c'est probablement un lieu essentiel pour développer l'approche par les déterminants, bien évidemment. Et le troisième que je n'ai pas mis ici, c'est bien sûr les populations précaires qui ont payé un lourd tribut durant cette crise. Et quand vous regardez les mortalités en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et moi, je le vis, je le dis comme ça, je le vis comme un échec de notre spécialité. Je le vis fortement comme un échec de notre spécialité parce qu'on savait ce qui allait se passer. Et globalement, on n'est pas réussi à attirer l'attention sur cette question-là. Et je pense qu'on ne peut pas recommencer dans une prochaine crise à avoir, ou même d'ailleurs au fil de l'eau, à avoir des résultats aussi discriminés socialement. Pour terminer les échéances, il faut que je rende mes premières conclusions le 4 novembre à Olivier Véran et le rapport définitif sera rendu pour le 30 novembre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck Chauvin, pour cette présentation. Effectivement, dans un moment où la mission Refondation Santé publique finalise ses propositions, donc pas encore rendues, donc je pense que c'est un exercice qui n'est jamais très simple. Je vais me tourner vers la salle pour solliciter vos questions, puisque l'objectif était de pouvoir avoir un échange sur ces éléments. En attendant qu'il y ait éventuellement des prises de parole, moi j'avais un questionnement. Alors, la Société française de santé publique a été auditionnée par la mission, et je t'en remercie, Franck. On retrouve beaucoup d'éléments sur lesquels nous retrouvons, en tout cas dans un certain nombre d'objectifs et propositions évoquées ici. En reprenant simplement les propos d'un président du conseil régional hier, il y a eu une discussion autour de la question de la déconcentration-décentralisation. Donc, ce que j'entends dans la proposition évoquée sur la question de la territorialisation ici, c'est peut-être un dispositif qui reste déconcentré en termes de pilotage. Et l'une des questions sous-jacentes, c'est bien sûr la place des collectivités territoriales et la granularité peut-être également de cette territorialisation. Voilà peut-être des enjeux fort complexes, mais y a-t-il une posture particulière dans vos travaux ? Alors, oui, vous le savez, vous l'avez vécu.
les collectivités territoriales ont eu deux positions différentes, et on le sait bien, nous on le connaît, mais durant cette crise, les choses ont un peu changé. Première attitude, la santé n'est pas dans nos compétences. Et deuxième attitude, oui, ça m'intéresse et je veux m'investir et je veux organiser les dépistages et je vais organiser la vaccination, etc. Je pense que le mouvement est celui-là, c'est-à-dire le mouvement est celui de collectivités territoriales qui veulent s'investir dans le champ de la santé parce que, et je ne sais plus qui me le faisait remarquer lors d'une table ronde l'autre jour en me disant, mais en fait, ils ont pris conscience que, alors nous on le sait, mais qu'une population en bonne santé, c'est un pays qui fonctionne bien. Et en fait, s'il en était besoin, c'est une démonstration de ce principe-là. Et donc, dès lors, on a tout intérêt à investir dans la santé, c'est-à-dire avoir une population en bonne santé et non pas simplement traiter les malades. Et je pense que ce mouvement-là, il est assez profond. Je ne pense pas qu'on puisse à ce stade, et d'ailleurs je ne pense pas que ce soit souhaitable à titre personnel, mais ça n'engage que moi, de confier l'ensemble de la santé à des collectivités territoriales. Ça me semble compliqué. On a en France, de façon beaucoup plus prégnante que d'autres pays, la notion d'égalité entre les territoires, entre les populations, entre les départements, etc. Et donc, de ce fait, l'État, dont la santé est une des fonctions régaliennes, hein, qui est dans la Constitution, puisqu'il y a de la protection de la santé et dans la Constitution, donc c'est quelque chose de régalien. L'État a le devoir d'assurer une intervention qui protège l'ensemble des citoyens. En revanche, il faut absolument que sur les territoires, on trouve les moyens d'impliquer les collectivités territoriales aux côtés d'ARS renforcés sur le plan territorial et d'une population qui investit ce champ-là comme un champ important. Merci. Je vais céder la parole. Alors, je ne sais pas vraiment dans quel... Je vais commencer par la gauche, ce qui est peut-être vous, monsieur, que je ne suis malheureusement pas en capacité d'identifier. Donc, présentez-vous et posez votre question ou vos remarques. Alors, Mathieu Schuller, je suis déjà intervenu tout à l'heure, mais simplement une question. D'abord, remercier Franck Chauvin pour la tâche à laquelle il s'attelle. Elle est complexe et on voit effectivement à travers le cheminement que les résultats seront importants et à exploiter. Un point de rebond, c'est sur le thème efficience. J'y suis particulièrement sensible parce qu'effectivement, l'efficience, c'est utiliser au mieux les moyens qui nous ont été confiés. Et en fait, je pense que ce qui sera particulièrement challenging pour nous, aussi bien structure nationale que locale, c'est de conjuguer efficience, préoccupation et participation. Parce que, pour être très honnête et très cash, on a parfois l'impression, dans notre agence à l'ANSES, de passer beaucoup de temps sur des sujets qui, en termes d'enjeux de santé publique, sont peut-être pas si importants. Et à contrario, d'avoir des sujets de santé publique sur lesquels on a déjà martelé très clairement nos avis, nos recommandations et nos alertes, et qu'elles ont du mal à percoler. Et ce que je me dis, c'est qu'effectivement, c'est probablement en évitant de laisser le terme efficience confiné dans une sphère, dans une compréhension technocratique ou budgétaire, qu'on progressera pour que effectivement cette notion d'efficience, elle bénéficie des échanges avec les différentes parties prenantes de la santé publique. Merci. Alors, bon, on peut avoir des visions un peu différentes. Moi, il me semble que l'implication des citoyens est une condition de l'efficience. Donc, l'implication est un moyen d'une valeur sur laquelle qu'on revendiquerait collectivement, qui est celle de l'efficience, c'est-à-dire de la meilleure utilisation des fonds publics qu'on utilise tous dans nos actions. Je pense, si vous permettez, qu'il faut que la santé publique accepte d'aller sur ce terrain-là. Et il faut qu'on accepte de parler de retour sur investissement, par exemple. Les Anglais le font, hein, le ROI, et d'action de prévention, c'est quelque chose de courant. Donc il faut qu'on acquiert ces méthodologies et qu'on accepte d'aller sur ce terrain et discuter de ça. Et dès lors, les solutions viendront d'elles-mêmes, me semble-t-il, enfin d'elles-mêmes. Elles ne seront pas forcément faciles à mettre en œuvre, mais en tous les cas, elles apparaîtront comme relativement évidentes.
ne sais pas si ça répond à ta question. Je vais me tourner vers la droite. Je vous laisse la parole, madame. Bonjour, moi je suis Sarah Morinet, je suis interne de santé publique. Déjà, je voulais juste partager l'expérience que j'ai eue aussi au sein du ministère de la Santé. Je suis restée donc 17 mois, où ça m'a permis aussi de prendre conscience que les enjeux de santé publique ne s'imbriquent pas forcément aux enjeux des décideurs politiques. Donc je voulais réagir sur le manque d'attractivité de cette spécialité. Alors je rassure, je ne suis pas arrivée dernière aux ECN, ni mes collègues derrière. Voilà. L'attractivité, en tout cas, je pense que c'est partagé par les internes de santé publique, c'est ce travail en interdisciplinarité et ce dézoom en passant du lit du patient à l'échelle de la population. Et c'est cette ouverture qui nous a attirés. Et je pense qu'il faudrait inclure cette culture de la santé publique, ou en tout cas cette envie, dès les premières années en médecine, parce qu'on a quand même la tête dans le guidon pendant nos années. Et autre chose aussi, on a parlé d'une exigence d'évaluation, il y a aussi une exigence de formation. Et au-delà de ce terme de formation, je préfère celui de la transmission. Parce que pour capitaliser les expériences, notamment du Covid, il faut avant tout transmettre aux futurs professionnels le savoir-faire, les difficultés aussi rencontrées. Et on est très en demande de ça. On a été habitué à une exigence en clinique, à l'hôpital. On a été formé au sein des établissements. Et on aimerait retrouver cette exigence aussi durant l'internat de santé publique. Merci. Je ne sais pas si ça appelle une réponse, mais très rapidement. D'abord, dans le travail qui est mené par beaucoup de gens, dans cette mission, aux côtés, les gens qu'on auditionne, etc., on a conscience qu'on ne travaille pas pour nous, on travaille pour vous. Clairement, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous passer les clés d'un système qui marche mieux que celui dans lequel on fonctionne. Donc le souci vraiment de votre génération, et j'ai essayé de mettre dans la commission qui m'accompagne des gens de votre génération ou à peu près, de façon à avoir ce regard-là qui est important. Alors souvent, les plans, c'est fait par des personnes comme moi en fin de carrière, donc on se dit, mais voilà. Évidemment, si vous regardez le problème de l'attractivité, je pense que nous, universitaires, on a vraiment à balayer devant notre porte. Parce que l'essentiel de la santé publique universitaire, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, est une santé publique autour des DIM et autour de la recherche clinique. Mais la santé publique, c'est pas ça. Donc, la santé publique, la santé des populations, c'est... alors ici, on est en terrain conquis, mais c'est pas comme ça de partout. C'est effectivement l'intervention auprès des populations et l'amélioration de l'état de santé de la population. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de rendre attractif ce type d'intervention. Et c'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant. C'est des tas d'aspects qui sont passionnants. Simplement, on n'est pas arrivé, pour l'instant, à transmettre aux générations d'après l'intérêt de ce type d'action. Et ce type de métier, en fait. Merci, Franck. Je vais céder la parole à ma gauche. Je crois reconnaître Emmanuel Baudouanier. Oui, bonjour professeur. Emmanuel Baudouanier, administrateur de l'association AIDE et membre de la commission permanente de la Conférence nationale de santé. Vous avez parlé d'une faiblesse de la visibilité de la santé publique. Moi, j'aimerais vous parler de la faiblesse de la visibilité dans votre mission des usagers du système de santé qui ne sont pas membres du collège ni membres du collège du groupe Miroir. Et donc, vous demandez si vous aviez déjà un planning prévisionnel de la consultation de la Conférence nationale de santé et peut-être même des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, que j'espère. Et si il est prévu de répondre aux multiples associations qui disposent de l'agrément et qui vous ont demandé de pouvoir se faire auditionner.
Ce que je voudrais vous proposer, c'est plutôt que de répondre à un questionnaire de 8 pages qui sont très complexes pour certaines associations, d'élargir les auditions à l'ensemble des personnes et des associations disposant de l'agrément du système de santé, mais également proposer au ministre une consultation sur la refonte de la santé publique, car je pense que n'importe quel citoyen pourrait donner son avis dessus. J'ai beaucoup d'espoir en vous posant cette question, en étant en amphithéâtre Michel Foucault et en tant qu'administrateur de aide, que cela vous atteigne et peut-être d'avoir une réponse positive. Merci, professeur. Bien évidemment, vous avez parfaitement raison. Alors, comment vais-je vous répondre? J'ai écrit à l'association qui regroupe toutes les associations en santé, qui est, voilà, moi je suis légitime, il y a une organisation qui regroupe toutes les associations en disant, voilà, vous pouvez être auditionné si vous le souhaitez, envoyez-nous quelqu'un qui voilà. Voilà. Cela dit, vous aviez la possibilité, c'est très difficile d'auditionner tout le monde, vous avez la possibilité d'adresser des contributions, toutes les contributions sont analysées, il y a une équipe d'étudiants qui m'aide dans cette mission qui fait ce travail, il y a 3 étudiants qui font ce travail. Il y a une d'entre elles qui fait le benchmarking avec les autres systèmes de santé publique dans le monde. Enfin, on a fait un échantillonnage et donc on regarde toutes les contributions. Donc je vous promets que si vous envoyez des contributions, même en ne répondant pas au questionnaire, il sera pris en compte. En revanche, faire les auditions, c'est un problème de temps. On a un problème de temps, mais je veux bien qu'on en reparle. Merci beaucoup. Madame ? Bonjour, ça marche? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parler dans le micro, ça va se déclencher. Ok, pas du tout à ma taille. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je suis Julie Prudhomme, épidémiologiste à Santé publique France Pays de la Loire. Et j'ai vécu le plus gros de la crise à Santé publique France Guyane. Donc, on a parlé du manque d'attractivité de la santé publique. On a beaucoup parlé des médecins. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas médecins et qui se donnent beaucoup de mal pour se former à la santé publique et qui ont un vrai attrait pour ça. Et pendant la crise, ce qu'on a pu voir dans les territoires, bon, moi du coup j'ai plutôt connu les ARS et les CIR, c'était un gros manque de ressources humaines qui a été difficile à pallier. Et il a été compensé par 2 volets, un surinvestissement énorme des équipes qui étaient déjà sur place et aussi le recrutement de personnes en renfort. Et là, en sortie de crise, ces personnes qui étaient déjà formées, qui sont encore plus formées à la santé publique après avoir vécu cette crise, sont sur un siège éjectable. Et du coup, là, ça donne l'impression que, bon, on avait l'impression qu'on manquait de monde parmi les acteurs de santé publique et on n'a pas l'impression, à notre échelle, de voir une politique où on se dit, finalement, peut-être que la crise nous dit qu'il faut renforcer les ressources humaines. Donc, puisque vous êtes sur ce projet-là, je me demande ce qu'il en est dans cette vision de la refonte de la santé publique. Quelles sont les recommandations concernant les ressources humaines? Alors, en termes de nombre, etc., on ne rentre pas là-dedans. Hein. Ce n'est pas du tout la mission qu'on a. Vous avez une directrice générale qui va défendre les postes tous les ans. Mais simplement un point là-dessus. Un point. Si on n'arrive pas à avoir les moyens de nos actions, il faut aussi s'interroger, nous, sur le pourquoi de cet état de fait. Et c'est probablement parce qu'on n'arrive pas à plaider suffisamment l'intérêt de ce qu'on fait, qu'on n'arrive pas à avoir les ressources nécessaires. Alors, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais on ne peut pas toujours mettre la faute sur les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on regarde aussi, nous, ce qui est de notre responsabilité. Et c'est vrai que pendant cette crise, tout le monde a pris conscience de l'intérêt de la santé publique. Tout le monde a pris conscience de l'intérêt de ce que vous faites. Donc, espérons qu'il y aura un avant et un après.
Donc je dis ça, mais après, il n'y a aucun engagement, bien évidemment. Et après, sur la formation, vous avez parfaitement raison. Il faut qu'on arrive à rendre ces métiers plus lisibles et plus attractifs. Et donc, on va faire un certain nombre de propositions dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on a des métiers qui sont extrêmement morcelés. Donc, il faut qu'on arrive à avoir quelque chose de plus lisible et plus visible pour des décideurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est forcément un peu général, mais j'espère que vous comprenez ce qu'il y a derrière ce que je suis en train de vous dire. Oui, merci beaucoup. Merci. Monsieur Jean-Claude Henrard, si je ne me trompe pas. Oui, permettez-moi, à quelqu'un qui a un long parcours de vie en santé publique, antérieur, pour faire part de quelques remarques, questions et frustrations. Première frustration, en 1992, nous avons publié au Comité de santé publique un document qui s'appelait « Comment développer une politique de stratégie de santé publique ». Ce document a connu un certain succès. Par la suite, dans les 40 ans qui ont suivi, ou dans les 30 ans qui ont suivi, de nombreux rapports tout à fait remarquables ont porté sur comment développer une stratégie de santé publique. Ils ont été suivis d'un effet très relatif. Alors cela amène à se questionner sur différents points. Premier point, qu'est-ce que la santé ? La santé, ce n'est pas seulement un phénomène sanitaire, mais c'est aussi un phénomène social. Si la santé est un phénomène social, on se demande pourquoi la santé publique est inclus dans les facultés de médecine. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire de la santé publique quand on a fait une carrière médicale, mais ça veut dire que la santé publique, c'est bien autre chose que la médecine. Et tant que la santé publique sera dans les facultés de médecine, il n'y a aucune chance qu'il y ait une véritable formation en santé publique. Et on le voit bien d'ailleurs, les masters qui sont nés dans les années 95 par là, hein, où sont-ils, hein? C'est compliqué. Et par définition, la formation en santé publique ne peut être que pluridisciplinaire. C'est bien évident, hein. Les médecins y contribueront parmi d'autres. Hein, mais il y aura des sociologues, il y aura des anthropologues, il y aura des historiens, il y aura des géographes, etc. L'enjeu essentiel, finalement, on le voit bien, et c'était dans un transparent, évidemment, c'était écrit en anglais, parce que les anglophones sont bien supérieurs en santé publique à nous autres, hein, c'était qu'est-ce que devrait être la santé publique ? Eh bien, ça devrait être l'organisme qui contribue à la définition de la stratégie en santé publique, et non pas à la gestion du système de soins. Parce que quand on dit système de santé, en général, on parle système de soins. Donc, tant qu'on n'aura pas compris, et manifestement le ministre ne l'a pas compris, parce que dans son exposé d'hier, qui était tout à fait... qui était bien, hein, mais quand il, non, mais qui était bien, mais quand il dit que la santé publique, ben, vous avez fait de la santé publique une spécialité médicale, vous avez trouvé votre place, on voit bien que l'effort est considérable pour faire comprendre que la santé publique, ce n'est pas la médecine. Hein. Bon, voilà, donc l'essentiel est là. Bon, premièrement, donc, revoir un certain nombre de documents qui, à mon avis, sont importants parce qu'ils définissent des objectifs, mais aussi les moyens dans la durée pour développer la santé publique. Hein. Et deuxièmement, faire comprendre aux décideurs, si tant est qu'ils comprennent, que la santé publique, ben, c'est mixte, hein, c'est à la fois sanitaire et social. Et troisièmement, donc, que pour développer une véritable politique stratégique de santé publique, il faut s'attaquer aux obstacles. Hein, il faut s'attaquer aux obstacles et la constitution structurelle du monde de la santé est un obstacle considérable. La façon dont il fonctionne, mais qui n'est pas propre au système de santé, mais qui est propre au fonctionnement français, qui est en silo, qui s'ignorent les uns des autres alors qu'il faut faire de l'horizontalité. On arrive à dire qu'il faut faire de la pluridisciplinarité et de l'horizontalité, mais on continue globalement à être dans des silos. Prenez les universitaires qui veulent faire de l'interdisciplinarité, ils sont évalués par des instances monodisciplinaires qui les condamnent à ne pas faire d'interdisciplinarité, parce qu'évidemment, l'interdisciplinarité, ce n'est pas des sciences dures, c'est de la synthèse
de savoir et c'est la synthèse de pratique, mais c'est compliqué à évaluer. Voilà, donc je vais terminer avec, d'une part, quelques regrets sur la répétition depuis 30 ans, on tourne en rond, et puis sur l'absence de prise en compte au plus haut niveau de ce qu'est la santé et par conséquent ce qu'est la santé publique. Un commentaire. Oui. Merci, bien évidemment, je partage votre analyse, mais à mon avis, l'analyse qu'on doit avoir collectivement, c'est pourquoi on n'y est pas arrivé. C'est quand même le fond de la question, c'est pourquoi, en fait, on n'y est pas arrivé. Peut-être qu'on s'y est mal pris, peut-être que notre système de lobbying, si je peux dire par rapport à d'autres, puisque, en fait, c'est comme ça que les décisions se prennent globalement, n'est pas très puissant, n'est pas très organisé, ne porte pas un message suffisamment clair pour qu'il soit retenu. Enfin, vous savez tous comment ça marche. Enfin, globalement, si vous écrivez quelque chose qui ne tient pas sur une demi-page, vous n'arrivez pas à faire passer votre message. Donc, en fait, il faut arriver à résumer ça sur une page, grand maximum. Personne ne tourne jamais la page. Donc, il faut arriver à mettre ça sur une page. Bien, donc c'est un effort de concision, un effort de persuasion qu'on doit collectivement tous faire. C'est-à-dire on doit porter le même message. Dès lors qu'on porte des messages différents, c'est fini. Le message se dilue et 20 ans après, on se retrouve au même endroit. Pour les facultés de médecine, bien sûr qu'on a fait cette analyse. Alors vous avez deux solutions. Vous dites, oui, c'est scandaleux, mais à ce moment-là, vous faites quoi ? Comment vous faites ? Vous les mettez où ? Bon, donc ça pose des problèmes. Donc nous, on va faire une proposition qui est une proposition plus englobante et qui permettra probablement de sortir de cette dualité santé publique-médecine et qui permettra effectivement d'avoir des lieux d'enseignement, des écoles qui ne soient pas rattachées effectivement aux facultés de médecine, parce qu'on fait tous, bien évidemment, votre analyse. Voilà, après, je ne veux pas être plus long. On vous remercie. On va sans doute vous frustrer parce qu'on aurait plein de choses à dire, donc on va laisser la parole aux 3 dernières personnes. On ne prendra plus d'autres questions, des questions très brèves si possible et une réponse également brève. Merci. Virginie, à toi. Pardon. Je crois que vous étiez avant. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. À vous, madame. Donc, Sylvie Olitro, je suis directrice... On ne vous entend pas très bien. Là, comme ça Ouais. Tant pis. Sylvie Olitro, je suis directrice de la recherche à l'EHESP et je reviens sur un des objectifs qui n'a pas été, je dirais, développé lors de la présentation. C'est l'objectif sur tout simplement la recherche en santé publique d'un point de vue national et international. C'est vraiment une question courte, donc c'est vraiment, voilà, je vous rassure. En tant que directrice de la recherche à l'EHESP, je travaille beaucoup avec les organismes de recherche, INSERM et CNRS, qui eux aussi ont bien compris qu'il y avait la crise Covid avec un avant et un après, et se rapprochent, lancent des grands programmes de recherche sur santé SHS, et notamment dans une visée interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Est-ce que, je dirais, ces réflexions traversent aussi vos auditions, vos rapports ? Est-ce que vous êtes mandaté par le ministère de la Santé, mais est-ce qu'il y aurait une réflexion un peu trans ou interministérielle à mettre en place ? Car il me semble que mettre au diapason ministère de la Recherche, ministère de l'Enseignement supérieur, voire même peut-être, puisqu'il y a tout un volet aussi sur l'éducation à la santé, les autres ministères et le ministère de la Santé, c'est aussi une autre manière de faire la santé, je dirais, dans toutes les étapes de la vie, et y compris, d'une manière un peu plus générale, un programme vraiment de santé publique qui soit, je dirais, gouvernemental au sens large. C'est-à-dire que, clairement, ça ne soit pas confiné, pour le dire clairement, en santé et en santé publique. Car il me semble que c'est une autre manière aussi de travailler cette question de refondation. Voilà. Merci. Je réponds là-dessus. Donc, sur la recherche, bien évidemment, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et je vais répondre indirectement, mais on a 2 expériences en France différentes. On a la recherche sur le sida, par exemple, qui, vous le savez, a évolué avec NRS et MIE sur les maladies émergentes. Et on a une autre expérience qui est ce qui s'est passé en cancérologie. Et on voit que pour faire émerger une recherche dans un secteur particulier,
en fait, il faut la protéger pendant une certaine période. C'est-à-dire qu'il faut trouver un système qui sanctuarise le budget et les ressources et les comités d'évaluation, etc. Enfin, il y a si vous voulez, il faut créer en fait un terrain qui est propice au développement de la recherche. Donc on va faire des propositions dans ce sens en disant pendant 25 ans, globalement, si vous voulez qu'il y ait une recherche de haut niveau en France en santé publique, il faut la protéger, il faut la financer, il faut en faire voter le principe par la représentation nationale et il faut ensuite l'évaluer en lui donnant le temps d'éclore. 20-25 ans, c'est à peu près ce qu'il faut pour remonter à un niveau suffisant de la recherche à peu près dans tous les domaines. C'est ce qui se passe en génétique, c'est ce qui se passe avec le plan génomique, etc. On voit bien qu'il y a d'autres expériences, enfin d'autres interventions plus que des expériences de ce type-là, et les recettes, on les connaît à peu près, quoi. Donc on va faire des propositions dans ce sens, bien sûr. Virginie. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Je vais parler là plutôt au nom du CNP, donc le Conseil national professionnel de santé publique, qui est une instance qui accompagne la formation continue des médecins de santé publique. Donc j'ai bien vu dans vos objectifs un objectif qui a pour mission d'améliorer la qualification et la formation, et notamment on a parlé de l'attractivité de la filière, mais sur la formation continue, puisqu'il faut, et on le sait que d'autres crises vont arriver, qu'il va falloir agir vite. Et quand j'entends mes collègues qui exercent dans différentes structures, notamment l'éducation nationale ou les collectivités, ou même dans les ministères, en fait, il y a très peu de financement possible et de temps dédié pour accompagner la formation continue. Alors moi, je parle au nom des médecins de santé publique parce que là aussi, il y a un cloisonnement très important dans la formation continue. Mais est-ce que vous avez pris en compte eh bien, la nécessité pour les employeurs de ces professionnels de santé publique de laisser le temps à ces professionnels de bénéficier de formation continue? Ça, c'est la première chose. Et donc d'avoir des financements. Et quand on a rédigé des orientations spécifiques, cela rejoint ce que vous avez dit et ce qu'on a entendu. On a demandé à ce qu'il y ait des formations qui puissent inclure dans nos orientations des formations pour approcher justement ce pilotage au niveau territorial. Et finalement, on retrouve très peu d'offres. Donc là, c'est un appel aux offreurs de formation en faculté de médecine ou ailleurs d'avoir justement des propositions pour engager cette formation et cette qualification que vous attendez des professionnels, mais cette fois-ci en exercice. Merci beaucoup. Vous faites bien d'attirer l'attention. Peut-être qu'effectivement, on n'a pas mis d'obligation, enfin, on n'a pas mis de recommandations, mais probablement qu'il faut le faire. Et on se contactera. Je veux bien des propositions là-dessus, bien évidemment. Après, vous parlez des offres de formation. C'est une des propositions fortes qui sera dans ce rapport, c'est que globalement, si on veut avoir une santé publique qui permette de répondre aux différents enjeux, il faut des formations. Et globalement, il faut qu'on crée des écoles de santé publique en nombre suffisant et qui ait une obligation de formation. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous devez monter ces formations-là. Et on doit pouvoir, dans le territoire, disposer de ces formations-là. Et ça va être une proposition. Et ça ne peut se concevoir qu'à l'échelle de grandes régions. Alors, je ne sais pas combien on pourrait tous faire d'écoles de santé publique en France. L'objectif, ça serait probablement une par grande région. Est-ce que c'est réaliste ou pas? J'en doute. En tous les cas, on peut se fixer cet objectif et que se dire peut-être à 5 ans, il y en aurait 5 ou 6. Mais ça serait déjà mieux que maintenant des formations très dispersées et encore une fois, peu visibles. Dernière question. Bonjour, moi je voudrais faire un témoignage parce que vous avez parlé de la PMI. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? C'est ça. Vous avez parlé de la PMI. Moi je suis chef de service, Dalia Obed, chef de service de PMI et de santé sur le territoire de l'Est de l'Essonne, donc qui couvre les villes de Corbeil, Essonne, Grigny, Ris-Orangis et Évry, et les villes qui s'y attachent.
J'ai été recrutée sur ce poste en étant non médecin parce qu'il n'y a plus de médecins qui souhaitent prendre ce poste. Je suis docteur en physiologie et santé publique. J'ai fait aussi ma formation à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et en fait, mon arrivée a suscité beaucoup d'étonnement de la part de mes collègues parce que je ne suis pas médecin. Et pourtant, en PMI, on fait beaucoup de la prévention précoce notamment, et de la prévention secondaire. Et en fait, sur un secteur précis, je n'ai plus de médecin. J'ai rencontré une grande difficulté pour les bilans d'école maternelle. Je me suis adressée aux médecins scolaires, mais c'était la même problématique, il n'y avait pas de médecins scolaires. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés sans la signature des PAI. Et donc, du coup, on était obligé de se retourner vers les partenaires de l'extérieur pour mener une coopération afin de trouver une solution et aussi afin de ne pas laisser les puéricultrices seules face à cette mission de bilan d'école maternelle. Donc ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième commentaire, vous avez parlé de refonder la santé. Oui, j'avais un autre commentaire aussi. Vous avez parlé de la valorisation des professionnels de santé. Et moi, j'insisterai sur cette question, et notamment la valorisation des docteurs en santé publique, des docteurs en sciences, qui sont des docteurs, mais pas des médecins. Et ça c'est nécessaire pour valoriser ce sujet-là. La dernière chose, c'est que refonder une santé publique, c'est important. Vous avez parlé de la précarité. Moi, je parlerai aussi, d'après mon expérience, de la sociologie des territoires. Je parlerai de différences de population. Et je dirais aussi agir plus particulièrement sur la vulnérabilité qui peut être des situations de précarité sur des territoires précis, mais qui peut être aussi des vulnérabilités psychomédico-sociales. Merci. Merci beaucoup. Deux points très rapides parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Le premier point, c'est que effectivement, on a auditionné des parlementaires qui ont fait des rapports sur les PMI, etc. Donc, et puis, on sait la difficulté des PMI. Et la question, elle est simple, c'est est-ce qu'on considère que c'est une approche essentielle ou pas? Si ce n'est pas essentiel, il faut arrêter, etc. Et si on considère que c'est essentiel, il faut mettre les moyens dans ce secteur-là. Et nous, on considère que c'est essentiel. On considère que c'est une approche populationnelle qui est essentielle dans l'intervention et dans la santé des populations. Premier point, donc bien sûr, on vous soutient tout à fait. Et deuxième point, bien évidemment que les professionnels de santé publique, ce ne sont pas que les médecins. Et un des enjeux des 5 ans qui viennent va être de faire évoluer ce modèle très biomédical vers un modèle de santé publique où il y a des professionnels de santé publique. Certains sont médecins, d'autres ne sont pas médecins. Et ils ont éventuellement des formations différentes, voire des fonctions différentes. C'est même à discuter. Et en tous les cas, il faut les reconnaître en tant que tels. Merci beaucoup. Merci Franck Chauvin d'avoir accepté notre invitation. Donc si j'ai bien compris, rendez-vous fin novembre pour le rapport. Information importante, les sessions sont décalées à 14h15 pour vous laisser le temps de déjeuner. Merci à tous.